Bonjour à tous, je suis vraiment content de vous retrouver parce qu'aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler de cette femme. Et cette femme, donc c'est Colette. On va faire une explication linéaire sur un passage de Sido qui se trouve au début du roman. Donc juste avant de vous faire cette explication que je vais vous présenter de A à Z comme si j'étais un candidat au bac, je voulais vous dire que j'ai prévu de publier du contenu sur cette chaîne jusqu'au bac et en particulier au mois de mars. Il y aura beaucoup de vidéos qui vont arriver, à peu près une tous les 2 jours. C'est l'objectif que je vais tenir. Je me motive pour montrer l'exemple à mes élèves aussi, hein, qui eux également préparent le bac. Revenons à Colette et au texte qu'on va travailler aujourd'hui. C'est cet extrait que je vais présenter dans l'explication, donc je vais les situer puisque c'est une des étapes de l'explication linéaire. Simplement, je vous montre, là j'affiche un post-it. Alors, c'est pas le bon. Voilà, je voulais afficher ce pense-bête juste au-dessus de moi, qui vous permet de suivre en fait à quelle étape j'en suis dans mon explication. Donc c'est bien, comme ça vous assimilez la méthode pour ceux qui ne sont pas encore très familiers de la méthode de l'explication linéaire. Colette dit qu'elle est une écrivaine par hasard. Et c'est vrai que quand elle avait une vingtaine d'années, 22 ans d'après ce qu'elle dit, son premier époux, Willy, lui a demandé d'écrire et a signé ses textes, a signé à sa place ses textes. C'est la série des Claudines qui a commencé en 1900 par Claudine à l'école. Et déjà, l'inspiration de Colette, c'était ses souvenirs d'enfance. C'était aussi des romans autobiographiques, même s'il ne disait pas que c'était autobiographique, c'était déjà une manière de raconter son passé pour Colette, comme dans Sido, qu'elle publie donc 30 ans après, en 1930. Mais Sido est centré sur la figure de la mère de Colette. Donc, de la mère de Colette. D'ailleurs, le premier chapitre de ce roman est intitulé Sido. Donc la première partie du roman, avant le capitaine et les vagabonds, s'appelle Sido, comme le surnom de la mère de Colette. Ce premier chapitre donc commence par la phrase suivante. Et pourquoi cesserais-je d'être de mon village ? C'est une question que Colette pose comme à son lecteur avant de décrire son village et l'entourage direct de sa maison, son voisinage. Dans les paragraphes qui précèdent immédiatement ce texte, Colette a pris le temps de décrire sa mère, mais aussi sa maison, les alentours de sa maison, en suivant les points cardinaux. Elle a évoqué le sud, le nord, l'est, et il manque l'ouest. Je vais maintenant lire le texte. Il y avait dans ce temps-là de grands hivers, de brûlants étés. J'ai connu depuis des étés dont la couleur, si je ferme les yeux, est celle de la terre eau creuse, fendillée entre les tiges du blé et sous la géante ombelle du panais sauvage, celle de la mer grise ou bleue. Mais aucun été, sauf ceux de mon enfance, ne commémore le géranium écarlate et la hampe enflammée des digitales. Aucun hiver n'est plus d'un blanc pur à la base d'un ciel bourré de nues ardoisées, qui présageait une tempête de flocons plus épais, puis un dégel, illuminé de 1000 gouttes d'eau et de bourgeons lancéolés. Ce ciel pesait sur le toit chargé de neige des greniers à fourrage, le noyer nu, la girouette, et pliait les oreilles des chattes. La calme et verticale chute de neige devenait oblique. Un faible ronflement de mer lointaine se levait sur ma tête encapuchonnée, tandis que j'arpentais le jardin, happant la neige volante. Avertie par ses antennes, ma mère s'avançait sur la terrasse, goûtait le temps, me jetait un cri. La bourrasque d'ouest, cours, ferme les lucarnes du grenier, la porte de la remise aux voitures et la fenêtre de la chambre du fond. Mousse exaltée du navire natal, je m'élançais, claquant des sabots, enthousiasmé si du fond de la mêlée blanche et bleu-noir sifflante, un vif éclair, un bref roulement de foudre, enfants d'ouest et de février, comblaient tous deux un des abîmes du ciel. Je tâchais de trembler, de croire à la fin du monde. Mais dans le pire du fracas, ma mère, l'œil sur une grosse loupe cerclée de cuivre, s'émerveillait, comptant les cristaux ramifiés d'une poignée de neige qu'elle venait de cueillir aux mains même de l'ouest, ruée sur notre jardin. Ô géranium, ô digital, celle-ci fusant des bois taillis, cela en rampe allumée au long de la terrasse. C'est de votre reflet que ma joue d'enfant reçut un don vermeil, car Sido aimait au jardin le rouge, le rose,
les sanguines filles du rosier, de la croix de Malte, des hortensias et des bâtons de Saint-Jacques, et même le coqueret alquécange, encore qu'elle accusât sa fleur, veinée de rouge sur pulpe rose, de lui rappeler un mou de veau frais. À contre-cœur, elle faisait pacte avec l'Est. « Je m'arrange avec lui, disait-elle. » Mais elle demeurait pleine de suspicion et surveillait entre tous les cardinaux et collatéraux ce point glacé, traître, au jeu meurtrier. Elle lui confiait des bulbes de muguet, quelques bégonias et des crocus mauves, veilleuse des froids crépusculaires. C'est donc un texte qui fait un retour par des sensations très intenses à l'espace et au temps de l'enfance de Colette, c'est-à-dire à ce jardin et à ces saisons de l'enfance. Et les mots et les styles de la célébration de la nature se confondent en fait avec les mots de la célébration de la mère de Colette. Elle commémore les deux. La question donc qu'on peut se poser pour étudier ce texte, c'est comment Colette célèbre-t-elle le jardin et les saisons de son enfance, déployées autour de la figure de sa mère, Sido. Dans ce texte, on peut distinguer 3 mouvements. D'abord, le premier, le plus court, c'est la distinction entre les 2 saisons symétriques qui annoncent leur description qui va suivre. Le deuxième mouvement, c'est celle de l'hiver, décrit à travers une habitude qu'avaient Colette et sa mère lorsqu'arrivait la tempête. Et ensuite, le troisième mouvement, c'est le dernier, c'est celui qui concerne l'été et qui passe par la description des fleurs du jardin de Colette et de Sido. Elle a un effet d'annonce en fait sur ce qui va suivre dans le texte. Et elle commence à s'intéresser à un passé révolu. Il y avait dans ce temps-là. Et ce qui est présenté, oui, c'est bien ce qui va structurer le reste de notre passage. De grands hivers, de brûlants étés. Les 2 saisons sont précédées d'adjectifs qui ici sont mélioratifs. Grand, c'est évident, et brûlant, ici, il faut l'entendre de manière améliorative, évidemment. Et il y a comme ce qu'on appelle une ascendette, puisqu'on s'attendrait à ce qu'il y ait une conjonction de coordination entre les hivers et les étés, mais ici, il n'y en a pas. C'est comme une manière de les mettre sur le même plan. Ensuite, la phrase suivante consiste à rejeter les étés que Colette a connus par la suite, après son enfance, comme des étés trop secs, trop froids, des étés vides. Les tiges de blé évoquent cette sécheresse, de même que le gris, la couleur grise, et le bleu qui est froid, beaucoup plus froid que les couleurs qui vont arriver dans la fin du texte. Le fendillement aussi de la terre signale sa sécheresse, son aridité même. Qui n'est pas à confondre avec la brûlure qui, elle, est un enthousiasme. La phrase suivante commence par « mais aucun été », pour montrer à quel point ces étés étaient exceptionnels, ceux de l'enfance de Colette. Et les hivers vont être présentés de la même manière, toujours dans cette première partie. Aucun été répond à aucun hiver dans une anaphore syntaxique ici. Le géranium et la hampe, tous les deux rouges, écarlates et enflammés, vont être repris dans la suite du texte, dans notre troisième mouvement. On va y revenir. Quant à l'hiver qui est présenté ici, c'est un hiver qui est rempli. Contrairement aux étés ultérieurs à l'enfance de Colette, les hivers sont pleins, bourrés de nues ardoisées. Une tempête de flocons épais, donc encore un signe qu'ils sont remplis. Les bourgeons d'ailleurs sont lancéolés, c'est-à-dire qu'ils ont la forme d'un fer de lance. C'est un hiver plein d'action. Et d'ailleurs, on va passer au deuxième mouvement, dans lequel on va voir que oui, dans cet hiver, il y a de l'action, et Colette l'apprécie. Ce ciel pesait sur le toit chargé de neige, c'est encore une fois ce remplissage de l'hiver qui prend toute la place, qui vient d'abord du haut vers le bas, qui pèse sur le monde entier. Le noyer nu, la girouette et les oreilles des chattes. Et ensuite, ce mouvement du haut vers le bas va devenir oblique puis latéral parce que la tempête arrive. La calme et verticale chute de neige devenait oblique. Et à ce moment-là,
Colette, elle est dans le jardin en train de jouer, happant la neige volante, happant la neige, en train de profiter de l'hiver, donc dans une enfance toujours heureuse. Mais la tempête et le danger arrivent. C'est la mère qui s'en rend compte en premier, parce que la mère a des antennes. Évidemment, c'est métaphorique. C'est une métaphore d'une mère insecte, d'une mère abeille, peut-être d'une reine des abeilles, qui veille sur sa ruche, sur sa maison, et sur Colette, sa fille, qui est en train de jouer dans le jardin, comme une abeille pourrait déambuler dans le jardin. Bon, certes, c'est l'hiver, puisque l'été n'est pas encore arrivé, mais ici, l'hiver et l'été sont traités sur le même plan. C'est comme s'ils se confondaient de manière harmonieuse. Le cri ici de la mère de Colette est très dynamique, très rythmé, et il commence par une simple remarque, une phrase nominale, la bourrasque d'Ouest, puis enchaîne par une série d'ordres. D'ordres qui sont paradoxalement très harmonieux, parce qu'ils sont ils constituent en fait des parallélismes. Les lucarnes du grenier, la porte de la remise aux voitures et la fenêtre de la chambre du fond, avec des groupes nominaux constitués de manière très similaire à chaque fois. Ensuite, Colette se prend au jeu et à la joie de l'hiver. Le jeu et la joie vont ensemble ici. Le mousse, c'est le jeu, elle se prend pour un matelot, donc sous les ordres du capitaine qui est Sido. Le capitaine, c'est aussi le nom de son père, c'est aussi le surnom de son père, mais ici, c'est la capitaine du navire qui est la maison, c'est bien Sido. Et elle est exaltée, jeu et joie vont ensemble, enthousiasmée aussi pour la joie. Et à nouveau le jeu, puisque à la fin de ce paragraphe, elle tâche de croire à la fin du monde, elle fait semblant d'y croire, un véritable jeu du monde de l'enfance. Je vais effacer les annotations pour pouvoir continuer. Et ensuite, à la fin donc de ce passage, de ce deuxième mouvement, une surprise. La mère de Colette, elle est en contraste avec cette action et ce jeu de son enfant. Elle est en train d'observer, de contempler des flocons. Et ici, on touche à quelque chose de très propre à Sido. Elle qui sait admirer, même au cœur de la tempête, la fragilité et la beauté du monde. C'est ça ce qu'elle célèbre ici, Colette. C'est la manière dont Sido lui a transmis cette observation du monde, cette hypersensibilité, ces antennes maternelles qui lui ont été transmises et qu'elle restitue par l'écriture. L'ouest rué sur notre jardin, c'est une manière d'animer le point cardinal qui est l'ouest, qui arrive enfin, je vous l'ai dit, on l'attendait, et le voilà comme une bête, un animal sauvage. Mais on comprend que c'est peut-être un peu le printemps et qu'il est finalement assez bienvenu, cet ouest qui est tellement fêté par Colette et tellement admiré par Sido. Le dernier mouvement, qui commence par Ô géranium, ô digital, reprend donc ces fleurs qui nous avaient été annoncées, mais en les apostrophant, en faisant un éloge, une célébration. En plus, il y a un chiasme, puisque la phrase suivante reprend celle-ci, c'est-à-dire les digitales. Donc on reprend par le dernier élément des deux fleurs. La deuxième des deux fleurs devient la première. Celle-ci fuse au bois taillis, et ceux-là, donc les géraniums. Ces géraniums et ces digitales se sont comme imprimés sur le visage de Colette, et maintenant, en tant qu'écrivaine, longtemps après son enfance, elle les écrit, après les avoir reçus sur son visage, ses couleurs, elle les note sur sa feuille. Et puis la justification de tant de rouge dans le jardin vient évidemment de celle qui domine le jardin, Sido. Comme elle aime le rouge, il y en a beaucoup, et cela donne lieu à une énumération très riche, non pas par le nombre d'éléments qu'elle comporte, il y en a 4, mais très riche par les sonorités de ces noms de fleurs. En fait, les mots employés pour désigner les fleurs sont eux-mêmes fleuris. L'écriture de Colette fait fleurir sa page, de même que la mère faisait fleurir le jardin. Les bâtons de Saint-Jacques, les croix de Malte, le coqueret alquécange, tout ça, ça a des sonorités. Ces fleurs-là ont des sonorités chantantes et admirables. On sent que
Colette prend un plaisir à les évoquer. Rien qu'un plaisir du signifiant, un plaisir du mot. La mère de Colette est décidément a décidément un rapport particulier à ce qui l'entoure, aux êtres supposément inanimés, puisque elle accuse une fleur. Elle fait un pacte avec l'Est. Ici, l'Est, à mon avis, de même que le printemps était l'Ouest, l'Est, c'est l'automne qui menace d'arriver. Je m'arrange avec lui. Elle dit ça justement sans doute pour que ces fleurs fleurissent le plus longtemps possible, s'épanouissent le plus longtemps possible. Et à cet Est, donc à ce point cardinal dont elle se méfie, elle confie quand même des fleurs, mais pas les mêmes, non. Les fleurs de l'hiver. Les fleurs qui résistent mieux au froid et dont les sonorités sont bien différentes des précédentes. Les bulbes de muguet, les bégonias et les crocus mauves ont beaucoup... Ici, il y a une allitération en gueux ou en gueux et en que, une assonance en u qui évoque donc une dureté, une rigueur qui est propre à ces fleurs hivernales, justement veilleuses des froids crépuscules, qui elles aussi en fait sont célébrées, elles aussi sont commémorées sur un autre plan, parce que le temps passe, mais Colette réussit à revenir dans le temps. Ici, à la fin de ce texte, l'espace et le temps se confondent, et c'est comme si Sido avait transmis à Colette une sorte de magie qui consiste à unir l'espace et le temps, ou en tout cas à rendre harmonieux ces deux paramètres principaux de notre existence. J'ai nommé l'espace et le temps. Comme si elle lui avait appris un art de vivre, un art de contempler et d'observer, un art d'être en connivence avec la nature. Pour conclure, et pour répondre à la problématique, c'est à travers l'aura surnaturelle de sa mère, sans doute, que Colette célèbre le monde de son enfance. C'est sa mère qui anime le paysage qui l'entoure, en interagissant avec ce paysage, en le ressentant de manière hypersensible. Comme sa mère, on a vu aussi que Colette, écrivaine, transmet avec sa plume hypersensible, non pas avec ses antennes comme sa mère, mais avec son style, chaque élément de l'espace et du temps qui l'entoure, en l'admirant et en l'embellissant. En tout cas, en rendant hommage à la beauté de ses souvenirs d'enfance. Elle note un peu plus tard dans l'œuvre la manière dont ses souvenirs sont liés à sa mère et dont cette célébration de ses souvenirs enfantins sont toujours comprises dans l'aura de sa mère. Elle dit « Mon imagination, mon orgueil enfantin situe notre maison au centre d'une rose de jardin, de vent, de rayons, dont aucun secteur n'échappe tout à fait à l'influence de ma mère. » Donc cette phrase qu'on retrouve quelques pages plus loin reprend des éléments de ce texte, l'influence de la mère, la rose de jardin, mais aussi la rose des vents, ces points cardinaux, et ici l'ouest et l'est, qui sont en connivence, en complicité avec la mère de Colette. Je voulais vous proposer, maintenant que cette explication est terminée, d'autres ouvertures possibles. Pourquoi pas parler de Proust, c'est-à-dire que ici vous pouvez faire une ouverture en évoquant cet auteur contemporain à Colette, vraiment très contemporain même. Ils écrivent et ils connaissent une popularité au même moment. Parler de popularité au sujet de Proust, c'est pas tout à fait juste, mais disons qu'ils connaissent qu'ils sont reconnus au même moment. Proust, à l'inverse de Colette, n'étant pas un écrivain très populaire, alors que Colette, ses livres ont été lus par beaucoup de différentes tranches de la société pendant longtemps et dès leur sortie. Ils étaient achetés et consommés, ce qui a fait que certains critiques, certains universitaires ont négligé ou méprisé Colette au début de sa carrière d'écrivaine. Carrière d'ailleurs qu'elle doit au hasard, selon ce qu'elle dit. Mais les fleurs de Proust sont plutôt des aubépines de ses souvenirs aussi, mais un des passages les plus célèbres de la recherche, c'est justement l'évocation de ces aubépines, donc non pas les géraniums et les digitales de Colette.
Proust aussi a intitulé le deuxième tome de sa recherche « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Plus rapidement, hein, pour l'autre référence culturelle, artistique que vous pouvez employer ici pour pour proposer une ouverture, les coquelicots de Monet, évidemment. C'est d'ailleurs un tableau qui a été utilisé dans une des éditions de Sido et les Vrilles de la Vigne. C'est évidemment le rouge, le couple mère-fille. En plus, le reflet que compose l'autre couple mère-fille peut signifier une espèce de distance temporelle du souvenir. La maison derrière évoque évidemment sans doute le foyer familial, le foyer où cette relation mère-fille vit en grande harmonie, semble-t-il. Bien, j'espère que cette explication vous a éclairé, qu'elle vous a été utile et surtout qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour soit une prochaine explication, soit une dissertation sur cette chaîne.